Télé 7, la station d'ici. Le Canadien procède à ses dernières coupures et est prêt pour sa nouvelle saison. Javier Lopez mène les Braves à une victoire sur les Dodgers. Et les Orioles viennent encore à bout des Indiens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Canadien a procédé à ses dernières coupures aujourd'hui. Aucune surprise à signaler parmi les 5 joueurs retranchés qui sont les défenseurs Brad Brown et François Groleau, ainsi que les attaquants Pierre Sévigny, Craig Conroy et Sébastien Bordeleau. Ils ont tous été cédés aux Canadiens de Fredericton. La nouvelle a été relativement bien acceptée chez certains, mais d'autres ont quitté fort déçus. Pendant que Régent Hall et Mario Tremblay rencontraient la presse pour annoncer les dernières coupures, Pierre Sévigny vidait son casier et décarpissait du centre Monson, non sans savoir que sa dernière chance venait de passer. François Groleau, lui aussi retranché, a pris son courage à 2 mains pour s'adresser aux journalistes. L'annonce a été pour lui accablante. J'avais pas vraiment envisagé la possibilité de retourner à Fredericton. Dans ma tête, je m'emmenais à Montréal pour rester à Montréal. Ma famille était toute rendue ici, puis je veux dire, j'avais complètement oublié les mineurs, si on veut. Puis, là, faut changer les plans un peu. C'est dur. Sébastien Bordeleau ne sera pas étonné, ayant été blessé durant tout le camp. Quant aux 2 autres, l'attaquant Conroy et le défenseur Brown, ils ont bien accepté la décision qui n'a pas été une tâche facile pour les dirigeants. De voir des jeunes hommes là, qui sont si près de la Ligue nationale de hockey et de se faire dire qu'ils retournent dans les mineurs, c'est pas toujours évident. Sur la patinoire s'est donc installée la formation définitive de 24 joueurs en vue du début de la saison contre Ottawa samedi. Soulagement pour Craig Rivet et Rory Fitzpatrick, qui ont appris qu'ils joignaient la brigade défensive pour un total de 4 vétérans et 3 recrues, dont David Wilkie. Belle journée aussi pour le joueur de centre Darcy Tucker, qui arrive à Montréal après 1 an à Fredericton. Come this morning, I was very, very satisfied in the reaction from the coaching staff and reaction from the players around the team. Mais la présence de Tucker finira par réduire le nombre de matchs disputés par le vétéran Marc Bureau. Je suis bien content pour tous ceux qui ont fait l'équipe, mais je veux dire, la seule affaire, c'est que même que la saison commence, ça va être pour de vrais matchs, puis c'est là qu'on va voir la différence. Moi, j'en suis fier de l'attaque que nous avons présentement. Je pense que nous allons être capables de marquer beaucoup de buts. Nous allons avoir une équipe qui va être excitante. Et à la défensive, mais c'est nos jeunes joueurs à faire leur place. Puis il ne faut pas oublier aussi que le jeu défensif, c'est pas seulement un défenseur. Le jeu défensif, c'est l'équipe en tant que telle. C'est un premier véritable départ pour l'administration Hall-Tremblay qui mise sur une nouvelle stratégie, faisant le pari que l'attaque sera en mesure de marquer 300 buts dans un club où tout le monde joue à la défense. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était en 93. Jean-Pierre Boisvert, TVA Sport à Montréal. Et voici par ailleurs les lignes d'attaque que Mario Tremblay utilisera lors du match d'ouverture samedi contre les Sénateurs d'Ottawa. Danfos évoluera avec Rutinski et Richer, Koivu avec Savage et Recchi, Turgeon avec Buret et Brunet, et Bureau avec Thornton et Stevenson. Terry Ryan, Darcy Tucker et Donald Brashear seront laissés de côté pour ce match. Et d'autre part, Régent Hall et Mario Tremblay ne cachent pas qu'ils tentent de recréer la même symbiose offensive-défensive de leur belle époque avec le Canadien. Toutefois, ils sont bien obligés d'admettre sous le signe de l'humour que les temps ont bien changé. Puis dans le même genre de style de jeu, Mario et moi, on a pu compter 30 buts dans la Ligue nationale de hockey en jouant autant défensif qu'offensif. Fait que je vois pas pourquoi que les joueurs de talent d'aujourd'hui ne puissent pas faire la même chose. Est-ce que tu as marqué 50 dans l'OMR? Parce que la Ligue était moins forte. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Excuse-moi, boss. Et au baseball, on s'attend à de solides duels de lanceurs dans la série entre les Braves d'Atlanta et les Dodgers de Los Angeles. C'est exactement ce qu'on a obtenu aujourd'hui lors du match d'ouverture de cette série au Dodger Stadium. Les Braves ont gagné ce match 2-1 grâce à un circuit de Javier Lopez en 10e manche. Greg Gagne avait abandonné Raúl Mondesi au 3e coussin en 2e manche. Et à la manche suivante, les Dodgers placent un autre coureur au 3e après 2 retraits, Wayne Kirby, sur un simple de Mike Piazza. Mais à aucune balle, 2 prises, Smoltz l'emporte sur Eric Karras quand ce dernier soulève un ballon capté par McGriff devant l'abri des Braves. Début de la 4e avec des coureurs aux extrémités et un retrait. McGriff propulse la rapide de Ramon Martinez à 350 pieds dans la gauche, bien assez loin pour permettre à Grissom de rentrer au bercail en toute quiétude. Les Dodgers effacent le point des Braves en fin de 5e sur ce double de Todd Hollandsworth après 2 retraits. Smoltz n'aura accordé que 4 coups sûrs en 9 manches, mais n'eût été de Grissom en fin de 9e avec Andrew Jones au premier, la victoire aurait échappé aux Braves. Le premier frappeur des Braves en 10e, Javier Lopez, fait contact avec une rapide à 92 000 à l'heure d'Antonio Osuna pour mener les champions du monde en titre à une victoire de 2-1. Mark Wohlers, à peine inquiété par un simple de Greg Gagne en fin de 10e, ajoute un autre sauvetage à ses 39 en saison régulière. Deuxième match demain soir.
Les Braves n'ont frappé que 4 coups sûrs dans ce match, un de moins que les Dodgers, mais ils l'ont quand même emporté 2-1 pour prendre les devants 1-0 dans la série. Et demain soir à Los Angeles, Greg Maddux sera face à Ismael Valdez. L'autre série de championnat de la Ligue nationale entre les Padres de San Diego et les Cards de Saint-Louis se poursuit demain après-midi au Stade Busch. Les Cards mènent la série 1-0 et demain, on aura droit à un duel entre Scott Sanders et Andy Bennett. Dans la Ligue américaine, les Orioles de Baltimore ont encore profité de l'appui de leurs partisans pour venir à bout des Indiens de Cleveland. Leur fiche de la Ligue américaine cette saison se retrouve à une défaite de l'élimination. Le partant des Indiens, Orel Hershiser, accorde 2 buts sur balle dès la première manche. Et le frappeur suivant, Bobby Bonilla, frappe un dur roulant. Kevin Seitzer est incapable de maîtriser la balle. Et pendant ce temps, Roberto Alomar, dit le baveux, passe en 4e vitesse et vient compter 1-0. Scott Erickson et Orel Hershiser se sont livrés ensuite une belle bataille jusqu'en 5e manche. Mais c'est finalement le lanceur des Indiens qui flanche le premier, qui est d'autre que Brady Anderson pour frapper un circuit, son 2e en autant de jours, 2-0. 2 frappeurs plus tard, Cal Ripken fait compter un autre point. Et sur ce jeu, Eddie Murray frappe la balle en lieu sûr, un double. Bobby Bonilla compte et fait 4-0. Cal Ripken tente sa chance à son tour avec l'encouragement de son coéquipier, mais il est finalement retiré. Mais après avoir réduit l'écart 4-1, Cleveland revient en 6e. Albert Bell frappe la balle loin dans la gauche. Circuit, Jim Thome le précède au marbre, c'est 4-3. On se retrouve en 8e, c'est 4-4. B.J. Surhoff frappe la balle et court à l'intérieur de la ligne du premier. Et il est tellement à gauche que le receveur Sandy Alomar est incapable d'effectuer un relais précis au premier. Pendant ce temps, Cal Ripken en profite pour venir compter. Les Indiens prétendent alors que le geste de Surhoff est intentionnel, mais finalement, après une dizaine de minutes de discussion, les officiels décident d'accorder le point, qui sera finalement celui qui fera la différence. Alors, victoire de 7-4 des Orioles qui mènent maintenant la série 2-0. Le 3e match sera disputé vendredi à Cleveland. Mike Mussina lancera pour les Orioles. Il sera opposé à Blackjack McDowell. À New York, les Yankees tentent de niveler la série, mais tout comme la veille, Juan Gonzalez joue les tortionnaires. Premier frappeur en 2e manche, il tire la balle soumise par Andy Pettit le long de la ligne de gauche et porte les Rangers en avant. Joe Torre a beau argumenter qu'un partisan s'est interposé, rien n'y fait. Ce spectateur connaît ensuite 15 minutes de gloire en raison de son soi-disant exploit. Ses voisins de section lui réclament des autographes. En fin de manche, Jim Leyritz donne une balle à double jeu dans les mains de Ken Hill, mais le relais est erratique et Tino Martinez vient faire 1-1. Peu importe, avec Juan Gonzalez, le Texas est entre bonnes mains. Il revient en 3e avec un autre long coup d'assommoir, celui-là. Elster et Rodriguez lui ouvrent le chemin jusqu'au marbre. C'est 4-1. Le Portoricain est responsable de 7 des 10 premiers points des siens. Si un Yankee peut compétitionner à ce niveau, c'est bien Cecil Fielder. Après 2 retraits en 4e, c'est exactement ce qu'il fait. Circuit en solo, c'est 4-2. Au grand plaisir de Mark Messier et Brian Leach, des Rangers venus prendre un bain de foule. Puis, avec 2 coureurs en position de marquer en 7e, l'écart rétrécit davantage sur le ballon sacrifice de Charlie Hayes, venu frapper pour Wade Boggs léthargique. Joe Girardi inscrit le 3e point des Yankees. Et à leur séquence suivante au bâton, les autres viennent nez à nez avec les Rangers. À nouveau, M. Fielder se signale. Son coup sûr dans la droite donne suffisamment d'espace à Bernie Williams. 4 points partout. On est maintenant en fin de 11e manche. C'est toujours 4-4. À noter une excellente série de Juan Gonzalez jusqu'à maintenant. En 2 matchs, il a 3 circuits et 7 points produits. Et on rappelle que les Rangers mènent la série 1-0. D'autre part, le baseball majeur n'est pas au bout de ses peines avec ses officiels puisque Roberto Alomar, par l'entremise de l'Association des joueurs, a décidé de retirer son appel au sujet d'une suspension de 5 matchs pour avoir craché au visage de l'arbitre John Hirschbeck la semaine dernière. Il accepte donc la suspension de 5 matchs que lui a imposé le président de la Ligue américaine, Jim Burig, mais reste à savoir si elle prendra effet immédiatement ou la saison prochaine. Il n'y aura donc pas d'audition de l'appel d'Alomar demain et on sait que les officiels se fiaient sur cet appel pour que la suspension du joueur des Orioles soit prolongée et mise en vigueur immédiatement. C'est donc fort possible que les arbitres ne se présentent pas pour les matchs de demain, mais ils pourraient à nouveau se retrouver sous le coup d'une injonction. Et Jim Leyland est l'homme le plus convoité du baseball majeur depuis qu'il a mis fin à son association avec les Pirates de Pittsburgh dimanche. Les Marlins de la Floride semblaient convaincus de pouvoir l'embaucher, mais des offres mirobolantes ne cessent de parvenir à Leyland jour après jour. Après les Marlins, les White Sox et les Angels, voilà que c'est au tour des Red Sox de Boston de le courtiser et Leyland devrait prendre une décision finale quant à son avenir lundi prochain. McDonald's voudrait vous distraire. C'est la voisine! Pour vous cacher que le Whopper est 25% plus gros que le Big Mac. Et les grammes? Et qu'il est à seulement 1,69 $. C'est grand-maman! Mais vous savez faire la différence. Cette semaine, à JE,
rue rénovée, maison endommagée. JE s'attaque aux fissures du système. JE, vendredi, 19h. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Vous retrouvez avec de l'extra en poche? C'est ce qui est arrivé à M. Jobin suite à l'achat d'un nouveau mobilier de salon chez Meubles Double Accent. Oui, on peut dire que ça lui a fait plaisir. Meubles Double Accent fête son 5e anniversaire. Faites-vous plaisir, profitez de l'événement 5e anniversaire et retrouvez-vous avec de l'extra en poche, car ici, tout est à prix réduit. Meubles Double Accent à Drummondville, ça double le plaisir d'économiser. Avant les premiers pas de l'homme et après le passage des dinosaures, un manteau de neige immaculé recouvrit la planète entière. Le bon. Retrouvez le bon vieux temps chez votre concessionnaire Skidoo durant la célébration. Les anti-rouilles automatisées. Voici enfin un traitement anti-rouille révolutionnaire, unique en Amérique. Grâce à une technique éprouvée, le produit anti-rouille atteint le moindre recoin et adhère au métal. Cette nouvelle méthode est propre, écologique, rapide et efficace. Le travail est fait par des professionnels à l'aide d'équipements spécialisés, les anti-rouilles automatisées. À Sherbrooke, l'ami Daniel, Sainte-Rosalie, garage Dubé et Fils, Victoriaville, centre de lavage Quentin, Grand Bay, les automobiles PMAE. Direct sur le terrain. TVA, Montréal. À Québec. Sherbrooke. Rimouski. Rivière-du-Loup. Carleton. Charlebourg. À Val-d'Or. Pas de détour. Pas de temps à perdre. À 18h, le Québec s'informe à TVA. Le 2 octobre 1995, Kevin Malone quitte officiellement son poste de directeur gérant des expos. My current desire is to be with an organization that possesses the resources to pursue a championship every year. This is not about money. The Expos offered me a 2-year extension. My immediate motivation is a championship. Malone fait maintenant partie de l'organisation des Orioles de Baltimore. Et au hockey toujours, le capitaine des Flyers de Philadelphie, Eric Lindros, évalue à 50 ses chances de prendre part au premier match de la saison samedi contre les Panthers de la Floride au Spectrum. Lindros a aggravé une blessure à l'aine hier à l'entraînement. Les Flyers se sont entraînés sans Eric Lindros aujourd'hui, les médecins lui ayant ordonné de ne pas chausser les patins pour au moins 4 jours. En coinçant l'un de ses patins dans une jambière de Ron Hextall hier, Lindros a aggravé l'élongation musculaire à l'aine subie lors de la Coupe du Monde. Pour une guérison complète, il faudra de 4 à 10 jours. Et Lindros reconnaît que la tentation est toujours forte de hâter le retour au jeu. Rennie went through it last year. It's a different situation than what Michael had, but always trying to, wanting to be back, trying to jump in early when you're not quite ready. À Hartford, Jim Rutherford voudrait obtenir 3 joueurs, dont un d'impact en retour de Brendan Shanahan. Et la dernière rumeur implique Keith Primeau qui boude les Red Wings. Primeau gagnait 700 000 $ la saison dernière. Le salaire de Shanahan est de 3 900 000 $ pour la saison qui s'annonce, avec un boni d'1 million s'il participe à la conquête de la Coupe Stanley. Pour les directeurs gérants qui discutent avec Jim Rutherford, Shanahan est aussi attirant que son salaire est rebutant. Christian Dubé a signé un contrat de 3 ans pour 2 300 000 $ avec les Rangers. L'ancien capitaine des Faucons de Sherbrooke sera du match inaugural des siens samedi à Boston seulement s'il est parfaitement remis d'une blessure à l'épaule droite. Enfin, le défenseur gréviste Chris Phillips, premier choix des Sénateurs et de la Ligue au dernier pêchage, est à Winnipeg pour y négocier avec le Moose du Manitoba de la Ligue internationale. Un autre pied de nez à Pierre Gauthier qui demandait à Phillips de jouer une autre saison chez les juniors à Prince-Albert. Et c'est dans 2 jours que débute une nouvelle saison dans la Ligue nationale et on poursuit ce soir notre tour d'horizon des forces en présence dans chacune des divisions. Ce soir, on s'attarde dans la division centrale qui devrait être à nouveau dominée par les Red Wings de Détroit. Les Red Wings n'ont pas gagné la Coupe Stanley depuis 1955. Pourtant, la saison dernière, ils avaient les ressources nécessaires, tel en témoignent les 62 victoires.
La grosse machine rouge est puissante à tous les niveaux, mais avertissement. Sergei Fedorov n'a rien cassé le mois dernier à la Coupe du Monde et lui et ses coéquipiers russes devront démontrer plus de leadership quand ça compte. Le robuste Keith Primeau n'a pas signé son contrat et il a demandé à être échangé. Scotty Bowman pourra dormir en paix quand ce dossier sera réglé. Les Blackhawks ont perdu une partie de leur identité avec le départ de Jeremy Roenick et Alexei Jamnov devra régler son problème de contrat et produire tôt en saison pour se faire aimer des amateurs. Craig Hartsburg devra composer sans Eric Dazé blessé qui manquera au moins un mois. Les Hawks qui ont raté les séries une seule fois en 38 ans pourront encore une fois compter sur Chris Chelios, un poison pour l'adversaire qui forme une belle paire avec Gary Sauter. Devant le filet, Ed Belford n'a plus mal au dos et il a été excellent lors des dernières séries. Pour la première fois en 5 ans, Toronto n'a pas joué pour 500. Et s'il faut se fier à la performance en match pré-saison, ça se poursuivra cette année. Mike Murphy sera le 4e entraîneur en 6 ans. La défensive a besoin d'une injection de jeunesse et Félix Potvin verra du caoutchouc à profusion. Il y a tout de même du positif en attaque avec Sundin, Mahler et Gilmore, mais ce sera encore mieux si Wendell Clark reste en santé. À Saint-Louis, la solution est simple. Mike Keenan doit se faire aimer de ses vétérans car ils sont nombreux. Une cure de jeunesse ne ferait pas de tort, mais là-dessus, on repassera, car en faisant l'acquisition de Gretzky, les Blues ont perdu 3 jeunes prospects et un premier choix. Avec un contrat de plus de 3 millions par année, Joe Murphy devra compter plus que 22 buts sa dernière récolte et Chris Pronger devra faire oublier au plus vite un certain Shanahan. Grant Fuhr revient d'une sérieuse blessure au genou et il ne gardera pas 79 matchs cette saison. De Winnipeg à Phoenix, il y a un pas. Les Coyotes de Don Hay auront besoin de quelques semaines pour s'adapter à leur désert, mais parions que ce sera l'équipe la plus améliorée de la division. Si Jeremy Roenick parvient à s'entendre, il pourra former tout un duo avec Keith Tkachuk. Et devant le filet, Nicolas Abiboulin est aussi difficile à percer que son nom à prononcer. Finalement, les Stars auront un nouveau visage avec l'addition de 5 joueurs. L'amélioration se situera surtout en attaque. Le jeu de puissance prendra du mieux avec l'arrivée de Verbeek et Zuba. À Québec, maintenant, le vétéran Mario Roberge est devenu aujourd'hui le premier capitaine de l'histoire des Rafales et sa sélection a été le résultat d'un scrutin secret mené auprès des joueurs. Roberge sera assisté de Jason Ruff et Christian Campeau. Les Rafales ont par ailleurs trouvé un terrain d'entente avec les Maple Leafs de Toronto au sujet de l'attaquant Daniel Marois qui se joindra à la formation québécoise à temps pour le premier match de vendredi contre les Vipers de Détroit. Marois devient donc le 12e joueur francophone à se joindre aux Rafales. Les entraîneurs Alain Rajotte des Tigres de Victoriaville et Pierre Pelletier du Titan de Laval ont tous deux été suspendus pour un match par la Ligue junior majeure du Québec pour leur comportement lors de matchs présentés récemment dans le circuit. Rajotte a également copé d'une amende de 500 $, tout comme Gaston Terrien de l'Océanique de Rimouski. Et d'autre part, à Laval ce soir, le Titan a laissé filer une avance de 2 buts en 3e période et s'est finalement incliné 4-3 sur temps contre les Faucons de Sherbrooke. Le Titan débute de façon convaincante avec 2 buts rapides. Sur le jeu de puissance, Jason Birmingham récupère un retour de lancer et facilement fait 1-0. Puis 59 secondes plus tard, sur un 2 contre 1, Martin Filion accepte la passe de Dominique Perna et loge le disque derrière le gardien Aubin. 2-0 Laval. En fait, tout semble réussir au Titan, même du côté brasse-camarade. Ici, Jean-Benoît Deschamps colle les épaules de son rival au sol. Mais les Faucons profiteront d'une mauvaise sortie de zone pour s'inscrire au pointage avant la fin du premier 20. Bel effort à 3 concrétisé par Yannick Thériault. En recul de 2 buts en 3e période, Sherbrooke crée finalement l'égalité avec 41 secondes. C'est Yannick Tremblay qui capitalise sur le jeu. Et à la 9e minute de prolongation, Stéphane Huot y va d'un bel effort individuel qui donne la victoire aux Faucons. Oui, les Faucons qui l'ont emporté 4-3 pour mériter leur 4e victoire en 5 matchs. Le Titan, de son côté, a encaissé une 4e défaite en 6 parties. Et c'est aujourd'hui que Hockey Québec a lancé sa 10e campagne publique de financement et l'organisme espère franchir à nouveau la barre des 550 000 $. Hockey Québec revient donc avec sa loterie Jouer pour jouer qui avait permis aux organisations sportives de hockey de se partager plus de 262 000 $ l'an dernier. Et pour une 9e année consécutive, la Fédération des producteurs de lait du Québec apporte également son concours à la campagne de financement de Hockey Québec. Des jeans. C'est vrai qu'on en trouve partout, mais moins cher qu'ici, je serais pas mal surpris. Ce que je vois ici, c'est des jeans de qualité, dernière mode, puis moins cher qu'ailleurs. Vous en voulez, votre argent? Venez à la boutique Au Grenier Jeans. C'est à Sherbrooke, dans l'Est, au coin Papineau et Dollard. À la suite du décès de l'ex-premier ministre Robert Bourassa, voyez tout au long de la journée de Salut Bonjour au TVA de 22h les réactions et les témoignages d'ex-collaborateurs, d'adversaires politiques et d'amis de cet homme politique qui a gouverné le Québec. TVA direct sur la nouvelle.
Maintenant, chez Red Lobster, c'est notre incroyable festin au bord du quai. Imaginez, pas une, mais 2 queues de homard des Maritimes, auxquelles s'ajoute une toute nouvelle saveur, nos savoureuses crevettes rôties. Et en plus, du crabe exquis en sauce Alfredo, le tout accompagné d'une salade fraîche et de petits pains, ail et fromage. Tout ça, tout près de chez vous, dans notre festin au bord du quai, au prix spécial de notre pêche. Maintenant, jusqu'à la fin d'octobre. Ça passe vite, alors courez chez Red Lobster. Je veux travailler, je veux m'amuser toute la journée. Le voici. Moi, je veux travailler, je veux m'amuser toute la journée. Le RAV4 de Toyota, un véhicule révolutionnaire, compact, vif et offert avec traction intégrale ou traction avant. Le RAV4, une toute nouvelle façon de faire son chemin. Moi, je veux travailler. Des jeans. C'est vrai qu'on en trouve partout, mais moins cher qu'ici, je serais pas mal surpris. Ce que je vois ici, c'est des jeans de qualité, dernière mode, puis moins cher qu'ailleurs. Vous en voulez, pas d'argent? Venez à la boutique Au Grenier Jeans. C'est à Sherbrooke, dans l'Est, au coin Papineau et Dollard. Petite nouvelle de football en terminant. Le quart autonome Mark Rippon s'est entraîné avec les Eagles de Philadelphie aujourd'hui. Les Eagles ont perdu leur quart partant Rodney Peete pour le reste de la saison lundi. Rippon espère obtenir une chance de refaire ses preuves dans la NFL. Rippon a déjà connu de bons moments dans la NFL, comme en 1991, alors qu'il a été proclamé le joueur par excellence du Super Bowl avec les Redskins de Washington. Et la saison dernière, il a joué pour les Rams de Saint-Louis et il croyait bien être de retour avec cette équipe cette année, mais il n'a pu s'entendre avec la direction de l'équipe au sujet d'un nouveau contrat. Bon, en terminant, c'est toujours 4-4 entre les Yankees et les Rangers au Yankee Stadium. On est maintenant en 12e manche et à noter des victoires aujourd'hui des Braves d'Atlanta et des Orioles de Baltimore. Voilà, c'est tout. Au revoir et à demain.